placé à l'origine des engins à deux roues motorisés. C'est marrant ce vélo là. Je vois à quoi ça sert. Ça fait une belle musique. Bon, il y aurait plein de vélos horizontaux, les gens réagiraient. Attends, on va tes lectures parce que pas le top. Il est bien, hein. La Drésienne devant vous. Voilà, petit renfort. Et on a tendance à regarder la roue avant au début. Hein. Ah, tu regardes la roue avant, après, c'est marrant, tu hein. regardes... Après tu regardes Dominique. Il y a toujours un petit peu un brin d'admiration, ou d'effroi, parfois même, peut-être, mais on sent que c'est pas du naturel. Vous voulez pas trop là? Ah oui, oui, bah alors, oui, tu peux... Un peu qu'il faut là. Ah! Ah! C'est fini. Ton cerveau il a enregistré, il le fait très bien. Regarde, regarde à droite. Là. Ah oui, alors surtout que si tu as tendance, ça va être de la gnognotte. Et tu peux t'appuyer sur moi hein, si tu as envie. Oui. Bah, sinon je te mets. Heureusement. Oui, ben, là, attends, ils t'ont mis à quelle vitesse? Bon, ça va, là c'est bon. Donc tu pédales et puis quand tu as un risque ou autre, bah, tu as les freins sur les doigts. Alors, il faut savoir que quand tu vas tourner, effectivement, ça tourne avec les jambes. Hein. Tu vois, il y a certaines jambes qui sont Vous avez essayé comme ça a marché? Vous avez essayé comme ça n'a rien? dans l'autre sens, les enfants, dans l'autre sens, les enfants. C'est l'écoute de son corps, le sérieux, etc. Alors, quand tu es lancé à un moment, si tu veux, sur le côté, ce que tu peux faire, c'est tourner ta poignée droite. Bon, maintenant que tu as ce mouvement-là, tu vas pouvoir pédaler. Il y a ça qu'il faut faire, tu ne regardes pas ta mécanique, tu regardes devant, et c'est ça qui va te donner ton horizontalité. Et donc, si tu prends bien, donc tu es obligé d'anticiper bien avant. Voilà, c'est tout. Comme ça, si jamais il y a besoin de quelque chose.
Hervé. Il y a une bête. Allez, on y va, c'est bon, on y va. Ne risquez pas. Oh là là. C'est quand même incroyable. Pour nous c'était le grand frisson, moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient... Non merci, je préfère le coca. T'as pris mon vélo? Hein? T'as fait bien? Non, c'est pas le temps. Rue de L'. Encore. Et maintenant. Les inactifs. Vas-y. Parkinson, pareil, 40%. Obésité suivante. Et travaux américains tout de suite qui disent que aucune obésité ne peut résister à un programme d'activité physique. On sait que nos contemporains, il y a beaucoup d'obésité dans nos sociétés à cause des perturbateurs endocriniens, des xénobibliés. Du coup, les étudiants sont obligés de rouler sur la voie du tramway, ce qui est illégal et dangereux. Donc, et là, ils sont en train de cet ouvrage sur ton blog, peut-être, on peut peut-être citer ton blog, hein,
Vélo et potager. Voilà. Et les cerveaux aussi, non, il est sorti ça. Oui, c'est vélo, potager et cerveau. Il y a quelques notes de neurosciences. Le livre de Errand. Oui. Non. Alors, c'est Les coupures urbaines. Les coupures de urbaines. Frédéric Errand. Formidable ouvrage de référence. L'autre sur l'histoire du vélo, non, il est en train de l'écrire, mais si vous avez l'occasion de le faire parler, j'ai oublié de dire à Philippe d'inviter Frédéric, ça, je ne sais pas s'il serait venu, s'il était dit, mais ça aurait été intéressant, oui. Amputé ou aveugle. Amputé, on faisait comme jusqu'en 1936 l'engouement des tandems. Là, nous, on l'a repris à notre propre chef, de manière à effectivement donner ce plaisir à ces personnes, les membres inférieurs, de manière à ce qu'ils aient le plaisir. Est-ce qu'il est raisonnable en fait pour une personne valide de pédaler manuellement et d'avoir des compétences équivalentes à une personne valide qui soit sur un vélo normal, de manière et qui lui permette de faire une balade en famille à la même vitesse? Ou est-ce qu'il faut vraiment que c'est vraiment à la trêve? Non. Alors, que si on est à la trêve, il n'y a pas la communication. Tout à l'heure, effectivement, à un moment, j'ai été vite, je voulais parler de la communication que provoque le fait d'être en groupe, le fait du groupe de rencontrer, parce qu'on s'arrête pour prendre une petite boisson, un café. On s'arrête et c'est vite passé l'obstacle. On s'est croisés et on n'en parle plus. À l'inverse, quand un cycliste a une voiture dans le dos, c'est pénible parce qu'il se sent harcelé, et pour l'automobiliste, c'est pénible parce qu'il a l'impression qu'on empêche d'avancer. Donc ça, c'est très pénible. Se croiser, par contre, ça se fait que les bandes cyclables, il faut bien en être conscient. Ça, c'est un exemple à gauche que j'ai pris à Bourges. On peut se demander à qui sont destinées ces pistes, quel est l'enfant qui va être capable, quoi qu'il arrive, le cycliste est en danger. En sortant. Ils ont des pistes cyclables, mais eux, pour la sécurité, ils prennent à contre-sens des voitures. Là où il y a des... Non, on a le droit de le faire, il n'y a pas d'obligation. L'obligation, c'est désormais que dans les zones 30. Ce qui est... Non, on a le droit d'être... Automobile faible, ça marche tout le temps. Ça marche remarquablement. Et quand la vitesse est un peu élevée, c'est pas difficile, mais c'est pas fait, c'est pas difficile de casser la vitesse. Donc là, c'est aux aménageurs de mettre une chicane, quelque chose, pour que la vitesse soit réduite. Et ça marche. À cette remarque-là, ça marche tout le temps. Donc on t'écoute. Voilà, donc oui, en préambule, Philippe a montré des vidéos du Zépi et de ton deuxième dirigeable qui est... Attends, je vais te parler. Chez toi, et mon travail, en gros, c'était de travailler sur la propulsion musculaire. D'une part, par rapport au ballon, c'était de voir si il y avait la possibilité de relever le défi qu'avait lancé Luc Geyser dans les années 80, c'était de vouloir traverser la Manche avec un ballon dirigeable à propulsion musculaire. Et donc, par rapport à ça, étant donné que Luc était décédé dans les années 80, j'ai repris le projet, je m'y suis collé, j'ai bossé quelques années dessus, 5 ans en tout, et j'ai refait un ballon parce que je me suis aperçu que son ballon n'allait pas me convenir au départ, dans tous les pays européens. Ce sont des défis pour les étudiants en technologie ou même n'importe qui, c'est absolument génial. Ça fait appel à tout un tas de connaissances, il faut aller se poser la tête, on peut aussi aller en catégorie vitesse, en catégorie innovation, il n'y a pas de limite. De travailler l'hydrodynamique, la forme, purement la forme, on va pouvoir gratter des kilomètres et des kilomètres heure sous l'eau. Actuellement, le record de vitesse sous l'eau est de 12 km/h, c'est impressionnant, hein. C'est comme si vous courez sous l'eau. Hein. Ça paraît très lent, mais c'est vraiment très très rapide, c'est très beau à voir. Et bon, pour l'instant, moi je ne suis pas allé en catégorie vitesse, mais j'espère un jour m'y confronter avec peut-être certaines idées à développer, et voilà. Tu participes dans quelle catégorie du coup? Nous, on était purement en innovation. Moi, l'idée, alors il y avait une deuxième catégorie qui a malheureusement pas eu lieu. Alors, en fait, il y avait 3 catégories. Il y avait nous, on était catégorie A université, parce qu'on n'a pas les moyens des grosses universités américaines ou canadiennes. Et donc, ils ont conçu une catégorie universitaire pour les indépendants comme moi. Donc là, on a eu le prix de la meilleure vitesse par rapport à ça.
peut-être la première fois que j'allais aussi lentement, j'ai vu que j'ai vu le prix de la meilleure vitesse. On a même pu la mettre sous l'eau, donc c'est-à-dire que le poids du sous-marin va être à peu près d'une tonne pour faire en sorte qu'il soit en équilibre dans l'eau et qu'il coule. Donc déjà, on va avoir une tonne de matériel à transporter, donc c'est plus la même affaire que de transporter quelque chose qui pèse 60 kg. La deuxième problématique, soulever un bloc d'une tonne avec une grue à bord d'un bateau, c'est toute une problématique de la stabilité du bateau qui est en jeu. Et vous pouvez faire servir un bateau si le bateau n'est pas conçu pour ça. Donc ce sont des bateaux qui font facilement déjà dans les 40 à 60 mètres de long pour pouvoir soulever quelque chose qui pèse à peu près une tonne et pouvoir le mettre à l'eau. Donc ça veut dire que c'est des moyens et des infrastructures qui sont particulièrement impressionnantes. Tout est équilibré, c'est-à-dire les bulles d'air qui sont emprisonnés il y a plusieurs bulles d'air qui sont emprisonnés dans le sous-marin, fait qu'on l'a laissé pour faire en sorte que quand il est à l'arrêt, il flotte légèrement. Et c'est le fait d'actionner les hélices, on va, comme une piste de décollage, par exemple, ou si je mets les hélices comme ça pour aller plonger, ce qui fait qu'on va plonger, si j'arrête de pédaler, et bien de par sa flottabilité de départ, il va remonter à la surface. Donc selon nous, les plongées qu'on a fait, soit on s'est équilibré comme ça au départ, soit on s'est équilibré lourd, parce qu'il y avait peu de fond et c'était plus pratique, soit on s'est amusé aussi à l'équilibrer purement, comme une bulle d'hélium avec un ballon dirigeable, on essaie de l'équilibrer dans le milieu, et il reste à la position qu'on lui a donnée. Si vous prenez un sous-marin sec, une fois que la bulle d'air elle est enfermée, dans les calculs, on aura calculé que, par exemple, le sous-marin fait 1 mètre cube d'air, il aura fallu une tonne, je ne sais plus combien, en fonction de la salinité de l'eau, quel point, et ça va partir. Là, il y a le sous-marin. Alors, bon, le ballon dirigeable, pour revenir sur le ballon dirigeable, c'est purement donc de se faire plaisir et de relever le défi des airs. Même s'il me manque un petit bout, puisque j'ai dû mettre fin à ma traversée après 8 heures de pédalage, parce que le vent avait tourné. Je ne vais pas me relancer dans cette aventure du pédalage, puisqu'en gros j'en ai fait le tour. Et même si demain j'aimerais bien pouvoir refaire des vols, c'est assez onéreux. C'est vrai que c'est des vols qui sont très plaisants. Je préfère me tourner vers quelque chose qui a beaucoup plus d'avenir pour moi et qui pourrait être utilisé à grande échelle. Le ballon dirigeable à pédale, à part sur le plaisir purement personnel, n'a absolument aucun intérêt. C'est les déductions que j'ai pu en faire de tous les vols d'essai et les 50 travaux que j'ai pu faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez de puissance pour faire se battre face aux éléments naturels, et notamment le vent. Et dans la partie aérienne, on est peut-être moins performant que cette grosse voile de voilier bien taillée, superbement aérodynamique. Et bien c'est pas bien grave parce que le bilan final fait que, au final, je suis beaucoup plus performant qu'un voilier. Sur cette photo-là, sur ce vol d'essai, pour vous donner une idée, il y avait 4 nœuds de vent. Donc 4 nœuds de vent, c'est-à-dire que c'est béton, hein, un voilier, il n'avance pas sur l'eau. Il n'y a pas assez de vent pour pouvoir faire déplacer. Ben, je faisais 10 nœuds. C'est-à-dire que j'allais relativement vite, j'allais en plus 2 à 3 fois la vitesse du vent. Donc c'est tout l'intérêt de ce travail, du voilier des airs, c'est de montrer que non seulement quand il y a très peu de vent, ou même quand il y en aura beaucoup plus, on va pouvoir naviguer en mer avec une machine très performante et en matière d'observation ou autre, on va pouvoir être dans les airs. Ce câble-là, je peux aussi bien le monter à 50 mètres, 100 mètres, 300 mètres d'altitude, et donc de pouvoir faire l'observation de cette vous avez toujours la possibilité de vous mettre en fuite devant effectivement une dépression en remontant le foil, etc. Voilà. Oh oui, prends-le en photo, tiens, ça sera bien. Ah, ça tombe. Bravo, Guy. T'as pris des photos?